Europe 1. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Bonsoir, bienvenue dans le débat d'Europe Soir. En 2018, un enfant sur 30, d'après l'INED, devrait naître grâce à la PMA, la procréation médicalement assistée, dont 70% grâce à la fécondation in vitro. En effet, depuis Amandine, le premier bébé éprouvette en 1981, ils seront bientôt 400 000 à avoir été conçus par l'insémination artificielle. Le Comité consultatif national d'éthique vient de publier son rapport sur les états généraux de la bioéthique. Il a maintenant 3 mois pour rendre son avis et la PMA reste un sujet de polémique, que ce soit l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes ou l'anonymat du don de sperme, la possibilité de la PMA post-mortem, l'autoconservation des ovocytes. Alors comment fera-t-on bientôt des enfants? Pour en débattre, nous avons invité Myriam Levin, vous êtes journaliste, cofondatrice de Chic Magazine, un média féministe en ligne. Vous êtes l'auteur de Et toi, tu t'y mets quand? Pour en finir avec la pression de l'horloge biologique chez Flammarion. Vous racontez comment et pourquoi vous avez fait congeler vos ovocytes en Espagne. En France, il faut rappeler que c'est encore interdit, sauf en cas de maladie grave. Vous êtes favorable à l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires, aux couples de lesbiennes? Oui, j'y suis favorable et je crois que ça va dans le sens de l'histoire. Et mon livre est un témoignage autant qu'une enquête pour donner des informations aux femmes qui connaissent pas cette technique de l'autoconservation des ovocytes et pour qui ça peut être une vraie chance de réussir à tout concilier, carrière, maternité, si vie toutefois personnelle. C'est autorisé en France, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pas du tout. Sauf si on est malade et qu'évidemment on veut conserver ses ovocytes. Exactement, c'est pour ça que je voulais donner un visage à ces statistiques dont on parle souvent. C'est des femmes qui sûrement me ressemblent un peu, ont des choses à dire et qu'on entend très peu dans les médias. Donc voilà, merci de m'inviter. Jean-François Bouvet, vous êtes biologiste, vous venez de sortir Bébé à la carte chez Équateur. Vous êtes très inquiet, vous, de la tournure que les choses sont en train de prendre. Inquiet, le mot est un peu fort, je dirais plutôt soucieux. Pas tellement d'ailleurs pour ce qui se passe en France actuellement, parce que le débat est serein, argumenté, que de ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans des pays comme la Chine, où on est à 2 doigts finalement de pratiquer une sélection eugéniste des embryons, et ça m'interroge fortement. Et ce qui se passe en France, ça va dépendre aussi de ce qui sera autorisé ou pas. Absolument, tout à fait, oui. Et bien malin qui pourrait dire ce qui sera autorisé. J'ai parcouru ce matin, hier, le rapport. Hein. Il est volumineux, 200 pages, et finalement on s'aperçoit qu'il y a une foule de points de vue divergents et il y a très peu de consensus. Donc je souhaite bon courage au Comité consultatif national d'éthique. Daniel Borillo, vous êtes argentin, vous êtes juriste, membre du think tank libéral Génération Libre. Vous êtes l'auteur de La famille par contrat, paru aux presses universitaires de France, et sur la construction politique de l'alliance et de la parenté. Pour vous, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, célibataires ou lesbiennes, doit s'inscrire dans un véritable droit à la procréation, enfin un droit d'avoir des enfants. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, je suis surpris en tant que juriste et en tant que citoyen, en fait, de voir ces débats que se réouvrent en France, alors que tous nos voisins ont déjà cette technique. En Espagne, où je travaille, existe depuis 88. En Italie, au Royaume-Uni, en Belgique, enfin, toutes ces femmes françaises peuvent venir chez nous, dans d'autres pays latins ou même au Royaume-Uni, puisque c'est permis. Et en fait, je crois effectivement que si une femme célibataire peut adopter en France depuis 1966, je ne comprends pas pourquoi elle pourrait pas avoir accès donc à une technique de procréation assistée, puisque l'adoption est une forme de filiation tout aussi légitime que la procréation médicalement assistée. Blanche Streb, vous êtes docteur en pharmacie, vous faites partie des dirigeants d'Alliance Vita, une association très engagée sur les lois de bioéthique. Vous venez de publier chez Artege Bébé sur mesure, le monde des meilleurs. Pour vous, la France est en train de devenir un pays eugéniste. Vous êtes contre la procréation artificielle en général ?
Contre la procréation artificielle, en particulier contre le basculement qu'on risque d'observer dans notre pays vers de plus en plus effectivement d'artificiel. C'est un changement de paradigme qu'on pourrait observer avec effectivement la perspective de toujours plus de sélection embryonnaire et également avec les techniques qui aujourd'hui deviennent possibles, la possibilité de concevoir des bébés sur mesure avec des critères prédéterminés, tout un tas de méthodes qui sont effectivement extrêmement préoccupantes à l'étranger, comme l'a dit Jean-François Bouvet, et qui pourraient advenir chez nous, puisque c'est des protocoles de recherche pour certains qui sont déjà entamés. Alors, l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes, pourquoi ça pose problème, Jean-François Bouvet, puisque vous avez lu les 200 pages du rapport, où pour l'instant ils ne prennent pas, le Comité national d'éthique ne prend pas parti, hein, il a 3 mois pour... Non, tout à fait. Mais vous avez vu toute cette floraison d'arguments, alors qu'est-ce qui pose problème là ? Ce qui pose problème, c'est des choses extrêmement diverses, tout dépend des convictions de chacun et des gens qui se sont exprimés, sachant bien d'ailleurs que dans une consultation de ce type, ce sont souvent les plus militants qui s'expriment, ce qui biaise un peu les résultats finalement. Mais ce qu'il apparaît, c'est qu'on a un affrontement de 2 logiques. Hein. Une logique d'égalité, qui dit en gros qu'on ne voit pas pourquoi les femmes ne pourraient pas avoir des enfants, y compris si elles sont en couple homosexuel ou seul. Donc au nom de l'égalité, on demande à ce que ce soit la même chose pour elles. Moi personnellement, je trouve que c'est une notion de l'égalité qu'on peut discuter. Hein. C'est pas aussi simple que ça, à mon avis. On va en discuter dans un instant. On va en discuter. Moi, j'ai pas un avis tranché sur la question. Et l'autre volet, c'est de dire, oui, non mais d'accord, mais si par exemple on autorise les femmes célibataires à avoir un enfant, on les prive de père de facto, hein, de manière obligatoire, et ça paraît quand même être une certaine forme de violence faite à sa descendance. Et puis il y a un autre argument, c'est de dire au fond ces femmes célibataires ou qui sont en couple de lesbiennes, elles sont en bonne santé, elles pourraient très bien avoir des enfants naturellement, alors que les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ça aussi c'est un argument, c'est que la médecine au fond n'a pas à intervenir. Oui, elle n'a pas vocation en principe à faire ce genre de choses. Elle est là pour assister en principe les gens qui ont des problèmes, qui sont malades, et non pas pour faire quelque chose qui n'existe pas dans la nature. C'est pas son but premier en tout cas. De toute façon, moi je fais un distinguo quand même entre la possibilité pour les femmes d'avoir recours à l'insémination artificielle et celle d'avoir recours à la fécondation in vitro. Parce que l'insémination artificielle, c'est quand même une technique un peu light en quelque sorte. Hein. Il suffit d'introduire du sperme dans les voies génitales féminines. La fécondation in vitro, c'est une machine très lourde sur le plan médical. C'est le bébé éprouvette. Voilà, le bébé éprouvette. C'est long, c'est coûteux. Et donc que la communauté, que la collectivité paye pour ça, c'est un débat qu'il faut avoir. Je dis pas qu'il est tranché, mais ça mérite qu'on y réfléchisse. Eh bien, on va y réfléchir juste après une pause. Europe Soir, le débat. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Le débat de ce soir, c'est sur la procréation médicalement assistée qui fait toujours débat alors que en 2018, un enfant sur 30, d'après l'INED, devrait naître grâce à la procréation médicalement assistée. Je demandais où est le problème. Je pourrais demander, Daniel Borillo, en quoi est-ce que ça n'est pas un problème justement pour vous d'ouvrir cette PMA aux femmes célibataires, aux femmes en couple homosexuel? Non, il faut savoir de quoi on parle. Je pense que c'est l'argument de dire qu'il s'agit d'une forme de procréation où on priverait l'enfant du père. Ce n'est pas vrai, en ce sens que si c'est ça la question, la France est un des premiers pays au monde à avoir établi dans l'adoption monoparentale depuis l'année 1966. Les femmes donc, célibataires peuvent adopter. Donc c'est-à-dire que d'ex nihilo, et d'ores et déjà depuis plus de 50 ans, existe déjà en France la possibilité d'adopter un enfant qui sera privé de son père. Donc ce qui est tout à fait extraordinaire dans cet état généraux de la bioéthique auquel je suis participé, c'est qu'en fait on attendait un forum social et citoyen et ça devenu un petit parti à la française. La preuve, voyez-vous, il y avait donc dans les sondages IFOP pour la Croix 60% des Français qui étaient favorables à la PMA pour toutes en mois de janvier. 3 mois plus tard, 80% sont contre la PMA. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas du tout un forum qui était censé donner la parole à l'homme ordinaire, puisqu'on a donné la parole à l'homme
réactionnaires. Les 80% voilà. auxquels vous faites allusion, c'est ceux qui se sont exprimés pendant les consultations. C'est pas les Français qu'on a réinterrogés. Voilà, mais on présente ça maintenant, la Manif pour tous présente ça maintenant comme étant en fait la rupture du consensus, en disant il n'y a plus de consensus en France. Alors déjà, la Cour de cassation a fait un consensus juridique depuis l'année 2014, puisqu'une femme peut aller en Espagne, en Belgique ou dans un pays où la PMA est autorisée, venir en France et sa compagne, dans sa conjointe, adopter l'enfant. Donc en fait, c'est tout à fait légitime et même les conjoints pourraient le faire par l'adoption intrafamiliale. Donc c'est pour ça que j'ai dit de quoi on débat. Si on veut revenir à la question donc, de la famille monoparentale, à la question de l'IVG, à la question effectivement de la contraception, pourquoi pas, mais il me semble qu'il y a quand même une progression juridique, il y a un certain nombre d'acquis sur lesquels on peut déjà se fonder pour ne pas revenir en arrière et faire des débats qui sont, il me semble, démocratiquement déjà tranchés. Blanche Treb, qui a parlé de revenir sur l'avortement? Non, pas sur l'avortement, mais en l'occurrence, d'après ce que j'ai compris, Daniel Borillo, vous dites qu'à partir du moment où une femme a le droit d'adopter un enfant et que ça pose pas de problème, on voit pas. Et qu'on admet qu'elle puisse aller en Espagne, par exemple, pratiquer une PMA et qu'on reconnaît ensuite le droit à sa compagne, quand elles sont homosexuelles, d'adopter l'enfant. À partir du moment où la question devrait être tranchée. Ça n'est pas votre avis, Blanche Treb. Bien écoutez, moi je crois que l'adoption dont il est question, elle venait principalement répondre à la problématique à l'époque des enfants qui étaient orphelins. C'était en lien avec la guerre, effectivement. Donc aujourd'hui la situation, elle peut quand même aussi se reposer. Je crois que c'est tout à fait différent aussi. On peut pas vraiment comparer avec l'adoption parce que l'adoption, elle vise à retrouver une famille pour un enfant qui en est malheureusement privé par les aléas de la vie. Là, la question qui est posée, c'est de créer délibérément un enfant qui sera ensuite privé de son père. Donc c'est une situation tout à fait différente. Pour revenir sur la consultation citoyenne, elle était ouverte à tout le monde pouvait s'y exprimer. Effectivement, ceux qui s'y expriment, c'est ceux qui s'intéressent à ces sujets, d'un côté comme de l'autre. Et qui ont des avis. Et qui ont des avis tranchés. Effectivement, on a observé qu'il n'y avait absolument pas de consensus dans la société. Et le président du CCNE le reconnaît lui-même. Il n'y a pas de consensus. La société est même très fracturée sur cette question, qui est ce consensus un préalable cher à notre président Emmanuel Macron pour ensuite débattre de cette question dans la loi. Donc on n'est effectivement pas dans une situation tout à fait simple. Myriam Levin ? Oui, mais justement, ce qui ressort, c'est que ce sont que des experts qui discutent entre eux pour l'instant et que je trouve essentiel que les médias se saisissent de ces enjeux. Parce que moi, en ce qui concerne l'autoconservation des ovocytes, je me suis rendu compte qu'on ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Personne. Et les femmes qui pourraient y avoir recours ne savent même pas que ça existe. Donc ça commence par là, d'expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, de discuter, de poser des fondements juridiques. Mais il faut déjà que l'opinion publique se saisisse des enjeux. Pour l'instant, il me semble que le débat est confisqué par des experts scientifiques, juridiques, etc. Et il faut absolument qu'on vulgarise tout ça. On va poser le problème de l'autoconservation des ovocytes dans un instant, mais votre avis sur les arguments échangés de part et d'autre en ce qui concerne l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires, aux couples de lesbiennes, alors que ce soit parce que ça ferait naître des enfants sans père, ou parce que certains disent, après tout, elles sont en bonne santé, elles peuvent faire des enfants, et il n'y a pas de raison que la médecine vienne comme ça en recours à des choix qui sont des choix personnels et pas du tout des choix médicaux. Alors c'est un débat, c'est ça, parce que ça peut s'apparenter à de la médecine préventive, donc ça peut rentrer dans le cadre de la médecine. Il y a d'autres opérations qu'on pratique déjà et ça pose pas de problème, parce que justement la chute de la fertilité à partir de 35 ans pour les femmes peut être considérée comme un problème médical préventif. À partir du moment où on le sait, on a les techniques pour y remédier, et en plus ça pourra, on y reviendra, mais ça pourra faire chuter le nombre de FIV qui sont problématiques après 40 ans pour l'instant. Fécondation in vitro, pratiquée par des couples hétérosexuels pour l'instant, mais qui marche pas si bien que ça pourrait aussi répondre à des problèmes de couples hétérosexuels. Moi, je trouve qu'il y a quand même une forme d'hypocrisie de pas voir que les formes de la famille ont déjà évolué, qu'on est déjà en décalage sur plein de choses, et comment on fait pour essayer de s'adapter au fait qu'il y a déjà énormément de familles monoparentales, et surtout que les femmes font des enfants plus tard, qu'elles galèrent à conjuguer ça avec une carrière. Donc moi, j'ai vraiment une perspective féministe de essayons d'entendre les femmes qui, pour l'instant, pour elles, ça reste très compliqué de tout conjuguer. On leur demande de tout faire, ça repose sur elles. Si la médecine peut leur venir en aide, pourquoi pas ? Jean-François Bouvet ?
Oui, mais pour l'autoconservation ovocytaire, vous dites à juste titre que finalement l'information n'est pas totalement passée, on n'est pas certain que le grand public sache de quoi il retourne. D'ailleurs, il va falloir leur dire de quoi ils retournent, s'ils sont si malins informés que ça. Alors l'autoconservation des ovocytes, c'est pour une femme de choisir de conserver ses ovocytes. Au cas où elle ne serait plus fertile, elle pourra, en utilisant la PMA et ses propres ovocytes, avoir un enfant, même si elle a passé l'âge biologique de les avoir, d'où le titre de votre livre, Myriam Levin, « Et toi, tu t'y mets quand ?» pour en finir avec la pression de l'horloge biologique. Oui, alors ce qu'il faut dire pour être tout à fait précis, parce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Si on garde des ovocytes, donc on appelle ça une vitrification, c'est une congélation extrêmement rapide. Ça veut dire concrètement qu'on ne pourra les utiliser que dans le cadre d'une fécondation in vitro, évidemment. Donc il faut bien prendre conscience du fait que le corollaire de la vitrification ovocytaire, c'est la fécondation in vitro. Et en général, on n'en fait pas qu'une, il y en a 2, 3, voire 4. Donc c'est pas aussi simple que ça. Alors moi, ce qui me pose problème, mais là j'ai pas d'opinion tranchée sur la question. Mais ce qui m'a un peu gêné quand j'ai fait mon bouquin là-dessus, j'ai lu un petit peu divers avis. En particulier, elle a fait un gros dossier là-dessus, qui était très bien fait d'ailleurs. Et une éditorialiste faisait remarquer que on pouvait considérer que c'était pas vraiment une avancée pour les femmes. Pourquoi ? Parce que on considère à l'heure actuelle que faire un enfant au top de sa carrière, entre 30 et 40 ans, quand il faut mettre le paquet, si je puis m'exprimer vulgairement, c'est pas le moment de faire des bébés, ça peut handicaper la carrière. Donc il faut libérer les femmes pour qu'elles puissent faire carrière. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on refuse finalement de donner aux femmes les moyens de travailler et d'avoir un enfant en même temps par une organisation sociale adaptée. Et puis ça veut dire aussi, on sous-entend que après 40 ans, la carrière d'une femme est finie, à moins qu'elle veuille faire un enfant à la retraite. Ça veut dire qu'il faudrait bien qu'elle s'y mette un jour quand même, après 40 ans. Et si elle peut le faire après 40 ans, ça semble signifier que la carrière de toute façon est terminée. Donc je suis pas sûr que ce soit une avancée pour les femmes. Mais c'est une question que je me pose et je trouve le débat est tout à fait légitime. Il y a aussi un autre argument, il n'y a pas que les histoires de carrière, il y a aussi le fait qu'on n'a pas trouvé le père idéal, qu'on s'est séparés, qu'on est avec personne, qu'on sent que les années passent et qu'on se dit mince, j'aimerais pas ne pas avoir d'enfant, mais je vous poserai la question juste après une pause. Europe Soir, le débat. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei sur Europe 1. Le débat de ce soir, c'est sur la PMA, mais c'est aussi sur l'autoconservation des ovocytes, une pratique qui n'est pas autorisée en France, sauf en cas de maladie grave, mais qu'on peut pratiquer en Espagne, en Belgique aussi, je crois. Myriam Levin, vous y avez consacré un livre, et toi, tu t'y mets quand ? Alors, Jean-François Bouvet se posait un certain nombre de questions, je vous en ai posé moi de même, mais alors est-ce que c'est parce qu'on veut faire carrière, et que donc on retarde le moment où on aura un enfant, ou est-ce que c'est simplement parce qu'on n'a pas trouvé le père idéal pour l'instant, et donc on veut conserver ses ovocytes pour pouvoir faire un enfant avec celui qu'on trouvera, y compris quand on ne peut plus le faire parce que les années ont passé. Alors la bonne réponse est la deuxième, massivement pour les femmes que j'ai rencontrées et que les médecins disent c'est plus de 80% des femmes qui viennent nous voir tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé le partenaire. C'est absolument pas pour faire carrière et pour moi on pose mal le débat quand on dit que c'est pour ça parce que aucune femme, il suffit de voir toutes les femmes ministres, grands patrons ne se sont jamais dit je ne fais pas d'enfant parce que je fais carrière, elles se débrouillent, c'est dur, mais ça n'est jamais la raison. La raison principale, c'est parce que les femmes n'ont pas trouvé de partenaire, donc c'était mon cas aussi. Et c'est ça qui est ironique, c'est que finalement, ces femmes qui font cette démarche, elles essayent de coller au schéma hyper hétéronormé, de faire une famille avec un papa, etc. Et on leur reproche. Enfin, c'est complètement paradoxal. Ensuite, chaque technique de PMA a ses problématiques, mais celle-là est vraiment quelque part nous fait rentrer dans un schéma hyper classique. Mais là où je vous rejoins, c'est que la société n'est absolument pas adaptée au rythme biologique des femmes et que pour l'instant, on n'a que ça, mais que moi, je ne demande qu'une société hyper égalitaire, pas patriarcale, où les pères prennent des congés paternité et s'investissent dans la vie de famille et ça repose pas que sur les femmes. C'est vraiment ce que je dis dans le bouquin aussi. Il faut absolument qu'on arrête de faire de la parentalité un sujet de femmes. Pour l'instant, on ne pose cette question qu'aux femmes, comment concilier, mais ces femmes, justement, font des enfants majoritairement avec des hommes. La grosse majorité fait encore des enfants avec des hommes, oui, et on ne sollicite jamais les hommes. Ça n'est qu'un enfant sur 30 en 2018 qui devrait naître sous PMA. Daniel Borillo ? Oui, je pense qu'il faut aussi sortir de cette
ce paradigme de ce que j'appelle la bioéthique paternaliste. Vous voyez, il y a l'expert qui dit à la femme ce qui est bon de faire. Oui, voilà, pas le médecin expert qui n'a pas d'opinion tranchée, mais qui dit déjà, mais voilà, moi en tant qu'expert, j'ai dit aux femmes, ou l'État dit aux Français, les gens disent parce qu'il y a toujours une instance supérieure qui sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et donc moi, ce que je propose, c'est laisser la parole aux femmes, demander aux femmes si elles veulent travailler plus tard, plus tôt, faire congeler ces ovocytes, comme on peut le faire en Italie, en Espagne, en Belgique. Enfin, c'est pas à nous de décider en tant qu'experts, c'est à chaque personne libre et responsable de le faire ou ne pas le faire, et sortir effectivement de cette idée que les autres connaissent mieux que moi, mieux que nous, ce qui est bon et ce qui a du sens pour nous. Vous êtes un libéral libertaire. Évidemment. Vous ne l'êtes pas, hein, Blanche Treb. Alors on vous écoute. Pas sur tous les sujets. En tout cas, cette question de la conservation d'ovocytes pour convenance personnelle, pour raison de convenance personnelle, elle pose beaucoup de questions. Et moi, je trouve que ce qui est triste, c'est qu'il y a quand même pas mal de mensonges qui sont derrière. Et en premier lieu, le mensonge que ce serait une garantie d'avoir plus tard un enfant. Congeler les médecins alertent bien sur le fait que c'est pas une garantie. Voilà, parce que malheureusement, il n'y a pas seulement les ovaires et les ovocytes qui vieillissent. Il y a l'ensemble du corps féminin. Ça, on n'y peut rien. Ainsi est faite notre nature humaine. C'est les ovocytes qui empêchent de tomber enceinte. Et effectivement, mais une grossesse plus tardive, il faut quand même aussi rappeler, et les médecins le rappellent majoritairement, c'est plus de problématiques pour les femmes. Donc c'est une manière de déconnecter aussi un peu de la réalité qu'il y a une période de fécondité de la femme qu'il faudrait bien rappeler, je pense. Il y a une période qui est plus qui est mieux pour concevoir ses enfants, et malheureusement effectivement il y a des injonctions sociétales, économiques, de travail, etc. qui empêchent finalement la femme de pouvoir avoir des enfants plus tôt. Il n'y a pas que effectivement cette problématique de ne pas trouver le conjoint. On demande au corps féminin finalement de s'adapter à la société dans laquelle on vit. Or nous pourrions aussi, pour des raisons d'égalité, je vous rejoins, penser la société de manière à ce que les enfants puissent être accueillis quand c'est le mieux pour tout le monde, et y compris pour eux, parce que pour eux c'est aussi mieux d'avoir des enfants plus jeunes, pour les avoir plus longtemps à leur côté aussi. Voilà, et puis je crois aussi que il n'y a pas tant que ça une forte demande. C'est principalement ce basculement un peu dans la marchandisation des gamètes qu'on observe qui sont derrière les promoteurs de cette technique qui nous éloigne quand même de la réalité du corps féminin. Madame Levin ? Alors justement, il n'y a pas une forte demande, donc je vois pas en quoi ça pose problème à la société, parce que ce sera jamais massif. Il y a que 20% des femmes de 35 ans qui n'ont pas d'enfants, donc de toute façon, c'est pour répondre à celles-là, leur permettre de s'adapter un peu plus. En ce qui concerne le corps féminin, les médecins sont unanimes sur le fait qu'une grossesse c'est une loterie, qu'en fait ça dépend de chaque femme, donc on peut pas dire c'est comme si c'est comme ça le corps féminin. Il y a des femmes de 45 ans qui ont aucun problème à être enceintes. Il y a des femmes de 30 ans hétérosexuelles mariées de 25 ans même qui n'y arrivent pas, à qui on offre des techniques de PMA. On sait bien que la grossesse justement c'est multifactoriel, c'est pas seulement le vieillissement, c'est le partenaire. Le vieillissement des gamètes hommes est aussi problématique. Ça rentre en jeu pour les couples hétérosexuels. Le problème vient souvent des hommes et on le dit pas. Par ailleurs, des hommes qui font des enfants vieux, on leur reprochera jamais. Ça existe. Ils peuvent. Enfin bon, est-ce que c'est souhaitable pour l'enfant aussi ? C'est-à-dire que toutes les questions qu'on pose aux femmes de faire des enfants vieilles, etc., sachant que pour l'instant la limite est de 43 ans pour les filles en France. Donc de toute façon, c'est pas incroyable d'avoir des enfants à 43 ans. Des hommes qui ont des enfants à 65, 70 ans, qui laisseront des orphelins. Bon, on leur dit jamais rien. Donc je trouve qu'à un moment, il faut aussi s'adapter au monde dans lequel on vit. Et alors la PMA post-mortem, c'est un sujet qu'on aborde peu. Alors peut-être qu'il y a très peu de candidates ou d'occasions pour l'instant, mais on comprend bien de quoi il s'agit. C'est après le décès du conjoint, il aurait lui aussi gardé ses gamètes et on deviendrait la mère d'un enfant dont le père est déjà mort. Ça pose d'ailleurs des questions d'héritage. Je me tourne vers le juriste que vous êtes, Daniel Borillo. Oui, absolument. C'est une pratique qui est interdite en France, mais qui est autorisée en Belgique, en Espagne, où absolument. Vous vivez, en Hongrie, en Irlande, en Pologne, au Royaume-Uni. On peut avoir un enfant d'un mort. Bien sûr, puisqu'en fait, les systèmes juridiques espagnols ou des pays qui sont limitrophes de la France ont adopté donc un principe qui est le principe de la libre disposition de soi, de la libre disposition du corps et de la liberté procréatrice. Donc effectivement, chacun peut choisir, y compris de demander, parce qu'il y a eu donc une affaire où la femme avait demandé donc les fœtus qui avaient été donc fabriqués entre guillemets en fait du vivant de
son époux, et il l'a obtenu en nom effectivement de cette liberté, puisqu'il y avait à la fois un testament du mari qui il faut quand qui même était dire malade. qu'on est d'accord. Oui, tout le monde était d'accord. Le mari le voulait puisqu'en fait il était malade et qu'il avait un cancer et qu'il allait mourir. Et donc en fait c'était un projet parental qui avait été construit et la justice espagnole avait décidé que l'enfant devait effectivement être inséminé et que la femme devenait la mère et que le père était déjà mort. Et bien évidemment ça posait aussi des problèmes d'héritage puisque cet homme était non seulement très malade mais aussi très riche. Et donc la cour avait dit également qu'on ne pouvait pas priver l'enfant d'un héritage qui était y compris même s'il avait déjà été distribué. Absolument. Mais vous voyez qu'en fait, au fond, il y a aussi toute cette question économique, puisque ce qui est quand même assez étrange en France, je passe une partie de ma vie à Barcelone, il y a énormément des cliniques en fait dont il y a que des Français qui travaillent là-bas, des médecins, des infirmières, puisqu'il y a donc énormément des Françaises qui se déplacent à Barcelone. Moi, je prends souvent aussi les TGV qui passent par le sud, et en fait, il y a toujours des Françaises qui vont là-bas. Et donc, effectivement, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est simplement une question de ressources économiques, c'est-à-dire les Françaises qui veulent faire tout ça, ce que vous proposez, à Barcelone, elles le font déjà, vous voyez. Donc en fait, c'est une question aussi des classes, c'est pas simplement une question éthique. Blanche Streb. Effectivement, cette question de la procréation post-mortem, elle interviendra si la procréation passe de la médecine comme c'est aujourd'hui à la réponse à des désirs individuels. Et ça, c'est vraiment problématique. À l'étranger, il y a des situations assez étonnantes. Par exemple, en Chine, il y a quelques semaines, un petit garçon est né. Il avait été fécondé in vitro par ses parents qui étaient infertiles. Il était donc congelé et ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Et quelques années plus tard, après un combat un peu juridique, les grands-parents, les parents de la mère et du père, se sont mis ensemble et ont réussi à récupérer cet embryon congelé pour l'implanter dans une mère porteuse. Si bien que ce petit garçon, il est né plusieurs années après le décès de ses parents et il est donc élevé par ses grands-parents. Il ne connaîtra jamais ses parents. Voilà, je crois que là, on est quand même dans une situation qui n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. On est même dans un aussi d'un enfant qui est né il y a 3 jours et dont les parents sont morts. Oui, mais là c'est accidentel, c'est absolument pas délibéré. Là, moi, ce que je vous explique, c'est plutôt un cas d'acharnement procréatif qui pose vraiment des problématiques, importantes. Vraiment, ça, c'est l'enfant n'est pas le remplaçant d'une personne décédée. C'est quand même plus que ça. On continue ce débat dans un instant. Europe Soir, le débat. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Le débat de ce soir, c'est sur la procréation médicalement assistée, mais sur toutes les variétés de procréation médicalement assistée, puisque ça continue de faire débat à l'issue des États généraux de la bioéthique et que le Comité consultatif national d'éthique a 3 mois pour rendre son avis sur tous ces sujets. Jean-François Bouvet, un des motifs de polémique, c'est ce qu'on appelle le tri des embryons. Oui, alors c'est pas du tout un motif de polémique en France puisque c'est très encadré. Il faut peut-être dire un mot pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Lorsqu'on fait une fécondation in vitro, on obtient donc des embryons, plusieurs, et on peut enlever une cellule de chacun de ces embryons et faire une espèce de check-up génétique pour voir si l'embryon est porteur d'une maladie grave. Ça, en France, c'est autorisé, mais extrêmement encadré. Ça permet de sélectionner les embryons qui vont être implantés chez la mère. Donc ça me paraît, moi, personnellement, tout à fait légitime. Ailleurs, il y a des dérapages qui, à mon avis, n'arriveront pas en France dans un avenir proche, enfin, du moins, je l'espère. Tout d'abord, on choisit dans beaucoup de pays maintenant le sexe de l'enfant. C'est passé dans les mœurs, en particulier aux États-Unis. Par exemple, vous allez à New York, ça coûte $15,000. Vous pouvez choisir le sexe de l'enfant. C'est pas un problème. Les Chinois travaillent sur les gènes de l'intelligence dans l'idée qu'un jour, on pourra trier les embryons qui présenteront plus de marqueurs de l'ADN qui laissent présupposer que l'enfant sera doué sur le plan intellectuel. Mais la véritable menace, elle n'est pas tellement là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tri embryonnaire est forcément limité par le nombre d'ovocytes qu'une femme peut produire dans sa vie. Une femme, dans sa vie, elle produit environ 500 ovocytes. Et si on stimule ses ovaires, on obtient 7-8 ovocytes, pas plus. La grande nouveauté, c'est que maintenant, on sait faire des ovocytes ou des spermatozoïdes à partir de cellules souches
artificiellement et en quantité illimitée. Ça a été fait chez la souris. Et le tri va porter non plus sur 8 embryons, mais sur 500. Donc c'est la porte ouverte, si vous voulez, au tri des embryons, et on peut craindre que ça se généralise par la suite dans certains pays. C'est en particulier quelque chose dont s'alarme beaucoup Testard, qui avec Friedman est à l'origine du premier bébé éprouvette. Ça, je suis d'accord avec lui, c'est à mon avis le challenge pour les décennies qui viennent. Daniel Borillo? Oui, en fait, je crois qu'on confond eugénisme libéral et eugénisme d'État. Ce qui est condamnable, c'est le fait que l'État ait une politique publique eugéniste. Ce qui est tout à fait normal, c'est que les gens décident d'avoir des enfants pas malades. Et je crois que par rapport aux enquêtes sociologiques que je connais, par exemple du CNRS, c'est indiqué que les gens ne veulent pas choisir la couleur des yeux, ne veulent pas choisir l'enfant intelligent comme Einstein. Enfin, pas du tout. Les gens veulent simplement avoir des enfants qui soient sains. Donc ça, c'est ce qui demande les gens. Donc c'est déjà un peu d'eugénisme de vouloir trier déjà les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est déjà un peu de l'eugénisme, effectivement. Donc finalement, je pense que la question est une question de liberté des procréations ou de ne pas procréer, d'égalité pour toutes les femmes et pour toutes les personnes donc qui puissent avoir accès à cette technique. Et enfin, donc je pense que c'est une question de fraternité, puisque aujourd'hui, je dis, les femmes riches peuvent aller en Belgique ou en Espagne. Donc il faut que la France prenne en charge par la sécurité sociale l'accès à la procréation médicalement assistée au nom de la fraternité, de la sécurité sociale pour toutes les femmes. Mais votre raisonnement, c'est si ça existe ailleurs, c'est bien, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Mais c'est un peu ce que vous semblez dire. Non, je dis pas ça. Non. Mais je ne crois pas non plus à la pente glissante ou effectivement la panique morale où à chaque fois qu'on ouvre ces débats, les autres le font. Dit... Non, je crois d'ailleurs, le Conseil d'État l'a rappelé, on n'a pas à s'aligner sur les moins 10 ans éthiques. C'est pour ça qu'on comparait les autres pays, ça a quand même vraiment ses limites avec ce que vous évoquez, que j'explique aussi dans mon livre. Oui, il faut rappeler que Jean-François Bouvet a écrit un livre qui s'intitule Le bébé à la carte et vous... bébé sur mesure. Le bébé sur mesure, Blanche Trade. Le monde des meilleurs, et tous les deux, vous vous inquiétez de cette tendance eugénisme. Oui. Il faut quand même faire la nuance, comme l'a dit Daniel Borillo, entre un eugénisme d'État, ça c'est le nazisme, et puis le fait qu'on ne veut pas que nos enfants aient une maladie grave. Et Jean-François Bouvet, vous trouvez ça normal aussi, c'est-à-dire qu'on enlève... tout à fait normal qu'on ne conserve pas les embryons porteurs d'une maladie grave. Oui, bien sûr. Après, le problème, c'est que l'Espagne le fasse. Le problème, c'est toujours la limite. Attendez, la parole est à Barbara. Les maladies graves et incurables sont la première raison qui justifie ces tests. Et puis ensuite, il y a ce glissement de plus en plus. Ça passe ensuite par la prédisposition à des maladies dont on n'est absolument pas sûr qu'elles se révéleront un jour. Et puis ensuite, à des critères esthétiques que vous évoquez aux États-Unis. J'en parle aussi dans mon livre. C'est cet eugénisme 2.0 qui se met en place insidieusement. Bien effectivement, où mettre la limite entre cet eugénisme négatif qui est éliminer ceux qui ne répondent pas aux critères qu'on attend. Ça revient quand même à choisir quelle vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est quand même assez abyssal comme droit qu'on s'octroie aujourd'hui. Et puis aussi l'autre revers de la médaille de toute puissance, c'est la fabrication du bébé selon un eugénisme positif avec des critères qu'on choisit. Là, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre avec la FIV à 3 parents, la modification aujourd'hui du génome qui est rendu possible pour choisir son bébé à la carte ou sur mesure, ce qui revient un petit peu au même. Donc effectivement, cette question eugénique de l'eugénisme, elle est vraiment prégnante. Elle ressort aussi beaucoup de la consultation des États généraux. Je crois que c'est pas du tout une ouverture à la fraternité, mais au contraire, on est en train aujourd'hui de créer une vraie discrimination génétique, une sorte de racisme génétique extrêmement préoccupante. Et je crois que on a quand même le devoir de regarder l'enfant comme étant à accueillir avec ses faiblesses, ses défauts, et non pas effectivement que selon un produit normé. Sinon, on se ferme à toute biodiversité humaine. Myriam Levin. Oui, je dis attention à pas réduire la PMA à ces questions-là qui sont des questions intéressantes mais très pointues. Globalement, quand on parle de PMA dans la vie quotidienne des Français, on parle pas de ça pour l'instant. Donc, faut juste, encore une fois, on en revient à la vulgarisation de ces sujets. Et je trouve qu'on a une tendance à en parler de façon très anxiogène, alors que la majeure partie des techniques de PMA juste aident les gens à avoir des enfants. Dans un pays où la natalité décline, c'est important de le rappeler. Donc, ça peut être aussi une réponse pour garder notre bon taux de natalité. Voilà, la PMA, ça n'est pas que ces questions-là, c'est beaucoup d'autres choses. C'est à cause de l'ouverture de cette boîte de Pandore un peu qu'on est obligé de regarder de manière globale mais toutes les problématiques en fait. La pente glissante, est-ce que forcément ça va être la catastrophe? On n'en sait rien. Daniel Borillo. Je pense qu'on culpabilise beaucoup les femmes. Effectivement, il faut laisser les gens dans leur responsabilité, dire qu'il s'agit du racisme. Vous voyez la violence des beaux propos. Oui, mais voyez la violence des femmes qui demandent d'avoir des aides médicales pour avoir un projet parental. Non, là, je vous parle ces gens des racistes. Je vous parle du diagnostic préimplantatoire.
c'est très précis comme point de PMA. L'interruption volontaire des grossesses, madame, existe depuis 50 ans pour des raisons thérapeutiques et c'est pas de l'eugénisme, voyez-vous. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat qui n'est pas près de finir, hein, on l'a bien compris.